Bonjour, professeur Chloé Bertolus, je suis le chef de service de chirurgie maxillofaciale à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, nous avons trouvé dans les biopsies que nous avons réalisées dans votre bouche des cellules anormales, des cellules modifiées par rapport aux cellules de votre épithélium, de votre muqueuse, et il est prévu de vous opérer pour enlever ces cellules anormales. Les cellules anormales que l'on a retrouvées dans votre biopsie sont effectivement des cellules cancéreuses et il s'agit d'un carcinome épidermoïde qui est le cancer le plus fréquent de la muqueuse qui recouvre l'intérieur de votre bouche. Nous allons vous opérer pour traiter ce cancer. Dans la plupart des cas, ce cancer se développe chez des patients qui fument et qui boivent de l'alcool. Dans ces cas-là, les toxiques contenus dans la cigarette et l'alcool vont se combiner et créer une irritation chronique de la muqueuse qui va finir par développer un cancer. Parfois, et ce parfois pendant des années, le cancer est précédé par des lésions dites précancéreuses de la cavité buccale, des plaques blanches ou rouges, leucoplasie ou érythroplasie, sur lesquelles, parfois après 20 à 30 ans d'évolution, va se développer un cancer. On ne connaît pas la cause de ces lésions précancéreuses. Et enfin, dans 10 à 20% des cas, ce cancer survient chez des personnes qui n'ont pas de lésions précancéreuses, qui n'ont jamais bu d'alcool, jamais fumé. Et chez ces patients, on n'a aucune idée de la cause de ce cancer. Nous recherchons dans ce service la cause de ces cancers, nous faisons beaucoup de recherches sur ce sujet et c'est pourquoi on vous demandera assez rapidement, avant votre intervention, de signer un consentement pour que des fragments des lésions que nous allons opérer soient conservées à visée de recherche. Bien sûr, ça se soigne et même le plus souvent ça se guérit. D'ailleurs, si on vous propose de vous opérer, c'est que nous avons de grandes chances de vous guérir. On ne vous ferait pas subir une intervention chirurgicale qui risque d'être lourde sans le moindre espoir de guérison. Ça se soigne, ce cancer, à la fois par la chirurgie, par la radiothérapie et éventuellement par la chimiothérapie. Donc on emploie tous les moyens connus des traitements contre le cancer pour nous occuper de vous. Votre traitement sera discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, donc à la fois avec les chirurgiens, mais aussi les oncologues, les radiothérapeutes, et on décidera, en fonction du stade de votre maladie, du meilleur traitement à appliquer. Eh bien, les chances de survie à titre individuel, on ne sait pas les calculer. On connaît la survie des grands échantillons de patients, 10 000 personnes, on sait à peu près sur 10 000 personnes combien de personnes vont guérir de la maladie, mais à titre individuel, on ne sait pas le calculer. En revanche, sachez bien que si on vous propose un traitement, et ces traitements sont lourds, ils impliquent que la personne soit en bon état et donc que ses chances de survivre soient bonnes. Alors, il faut que vous sachiez que en chirurgie maxillofaciale, nous sommes extrêmement attachés à la reconstruction des patients. Votre intervention va entraîner une amputation partielle de la mâchoire ou de la langue ou du palais, de la joue, bref, de tout ce qui concerne la cavité orale. Et bien sûr, dans la bouche, de nombreuses fonctions sont réunies. La mastication, la phonation, la déglutition, et puis aussi la fonction sociale de l'apparence. Nous nous attachons à réparer et à remettre en ordre, si j'ose dire, tous les dégâts que nous causons en enlevant le cancer. Il s'agit là donc de chirurgie reconstructrice et celle-ci est pratiquée dans le même temps que la chirurgie d'ablation de la tumeur. Donc, si nous vous enlevons une partie de la mâchoire inférieure, par exemple, eh bien, nous reconstruirons cette mâchoire inférieure avec de l'os que nous prélèverons ailleurs sur votre corps, ce qui nous permettra de rétablir la continuité de votre mâchoire, ce qui vous permettra donc à la fois de remanger et d'avoir une apparence satisfaisante. Bien entendu, ce résultat de reconstruction, il n'est pas atteint immédiatement après la chirurgie.
Et dans les jours qui suivent la chirurgie, il y a des moments un peu difficiles. D'abord, vous passez du temps en réanimation pour une chirurgie lourde. Donc les 3 ou 4 jours qui suivent la chirurgie, le patient les passe en réanimation et le patient est muni pour ce voyage chirurgical d'une trachéotomie le plus souvent. Vous allez respirer à travers une trachéotomie parce que cette chirurgie implique un très gros œdème des voies respiratoires et donc on sécurise les choses en vous faisant respirer directement par une trachéotomie. Il s'agit ensuite de vous alimenter et cette alimentation est assurée par une sonde nasogastrique, donc une sonde qui va directement depuis votre nez vers votre estomac pour que vous n'ayez pas d'effort de déglutition à faire dans les premiers jours qui suivent la chirurgie. Vous verrez qu'ensuite, rapidement, la fonction étant restaurée, on se passe de la trachéotomie, puis de la sonde nasogastrique dès que vous arrivez à mâcher et à déglutir convenablement. On est parfois amené, lorsque, malgré nos efforts de reconstruction, on sait que la déglutition, par exemple, va être difficile, on est amené à poser ce que l'on appelle une gastrostomie, c'est-à-dire la mise en place d'un petit tuyau qui va directement de la paroi abdominale à l'intérieur de l'estomac pour vous nourrir de façon efficace, sans la gêne occasionnée par cette sonde nasogastrique, qui au-delà de quelques jours est difficilement supportable. À l'issue de ces quelques jours post-opératoires un peu difficiles, vous verrez que la récupération avance très vite. On va rapidement pouvoir vous débarrasser de cette sonde nasogastrique, de cette trachéotomie. Vous aurez autour de vous un kinésithérapeute, une orthophoniste pour vous aider à vous rééduquer. Vous aurez une diététicienne pour trouver les aliments les plus adaptés à votre confort et à votre récupération. La durée moyenne d'hospitalisation pour une chirurgie de ce type est d'environ une dizaine de jours. Lorsque l'on enlève un cancer, on s'intéresse aussi aux ganglions qui sont la zone de drainage de ce cancer. C'est-à-dire que si votre cancer a commencé à essaimer, à envoyer dans l'organisme des cellules, ces cellules vont être piégées dans les ganglions de la région. On enlève donc les ganglions pour les examiner au microscope et pour voir à quel stade précis du cancer on se situe. Soit les ganglions contiennent des cellules cancéreuses, auquel cas on devra vous administrer un traitement en plus de la chirurgie. Soit les ganglions sont indemnes de cellules cancéreuses, dans ce cas la tumeur est restée tout à fait limitée à ce que l'on voit aujourd'hui dans la bouche et vous n'aurez éventuellement pas besoin de traitement complémentaire. Alors, un lambeau libre, ça consiste à prendre quelque part sur le corps du patient de l'os, des muscles, de la peau, parfois les trois, et à les prendre avec l'artère et les veines qui les vascularisent. En fait, un lambeau libre, c'est une sorte d'autotransplantation dont le patient est à la fois le donneur et le receveur. L'un des lambeaux les plus souvent pratiqués dans le service, c'est ce qu'on appelle le lambeau libre de péroné. On va donc prendre le péroné, qui est l'os latéral de la jambe, avec son artère et sa veine, et une palette de peau. Et on va, avec ce péroné, réaliser une néomandibule, une nouvelle mandibule. Cet os, qui est de grand volume, on transplante jusqu'à 25 cm de péroné, va être vascularisé parce qu'on va raccorder les vaisseaux qui le vascularisent à une branche de la carotide, qui est l'artère du cou, et à une branche de la veine jugulaire, qui est la veine du cou. Donc, on va avoir un organe entier transplanté de la jambe au visage. Voilà ce qu'on appelle un lambeau libre.